Bonjour, bienvenue à cette webconférence sur les maîtrises et les doctorats au cycle supérieur à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Donc, je me présente, Véronique Audet, responsable de promotion et d'information sur les études à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Je suis en compagnie de ma collègue Sonia Rivet. Bonjour. Et je vous présente aussi Alexis Achin, qui est professeur-chercheur à la faculté, qui est également directeur scientifique de la Forêt Montmorency. Donc, c'est Alexis qui va faire la présentation aujourd'hui. Moi et Sonia, on va pouvoir répondre aux questions dans le chat tout au long de la présentation et nous allons prendre des questions de vive voix à la fin de la présentation. Nous allons aussi avoir le témoignage de deux étudiants qu'on va vous présenter à la fin de la présentation. Donc, je te laisse la parole, Alexis. Merci Véronique, merci Sonia. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de venir vous présenter dégrossir un peu les études supérieures dans la faculté de foresterie, géographie et géomatique à l'Université Laval. Notre objectif, en fait, c'est de venir essayer de faciliter la compréhension de notre écosystème d'études supérieures. Donc, je vais vous présenter, de vous dresser un portrait une vision assez large des études supérieures, puis on pourra rentrer dans les détails des questions par la suite. Je vais juste partager mon écran. Euh, Peux-tu juste me confirmer, Véronique ou Sonia, que... oups, excusez, je vais aller au début de la présentation. Voilà. Alors, c'est Ça bon, est-ce que vous fonctionne. voyez ma présentation? Parfait. Parfait, merci. Donc, ben, c'est ça, c'est une présentation qui est organisée par la Faculté de foresterie, géographie et géomatique. Et ben, c'est ça, donc, on est tous les trois ici représentants de cette faculté-là. Excusez. Donc, d'abord, présenter l'Université Laval en bref. Donc, l'université, on a une grande université là, de 17 facultés, euh, plus de 60 départements, écoles, instituts, 600 programmes d'études aux trois cycles universitaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, le baccalauréat, après ça, la maîtrise et puis au doctorat. La recherche, en fait, c'est une université qui a une forte intensité de recherche. Il y a près de 500 millions de dollars là, en fonds de recherche et création qui est obtenu par les professeurs, l'ensemble des professeurs, des 1700 professeurs de l'université annuellement. La recherche est aussi structurée à travers des centres de recherche, donc 300 centres de recherche, des chaires, des instituts, puis des autres regroupements qu'on appelle des entités structurantes, en fait, qui viennent faire en sorte que vos projets de recherche ils s'insèrent dans une programmation de recherche qui est plus large et qui est partagée, souvent de manière pas directement alignée avec les facultés, et donc, ça en fait des formidables vecteurs d'interdisciplinarité puisqu'on touche souvent à plusieurs domaines. Euh, la communauté elle-même est grande, c'est plus de 55 000 étudiantes et étudiants annuellement. J'ai dit tantôt de 1700 professeurs, 2500 chargés de cours, 3300 membres du personnel administratif et de soutien. Tout ça pour vous dire en fait qu'il s'agit d'une université de recherche, c'est-à-dire d'une université de grande taille qui fait de la recherche dans à peu près tous les domaines et qui s'est réparti là, dans plusieurs facultés, dont nous, la faculté de foresterie, géographie, géomatique, on est une de ces facultés-là. La vie universitaire, ben, c'est au cœur de la ville de Québec. La ville de Québec qui est un endroit qui a un peu le mélange entre l'effervescence des grandes villes, mais aussi qui est quand même une faculté, je vais revenir sur la faculté, mais qui est quand même une ville à l'échelle humaine, donc un peu moins là, d'un million de personnes dans la grande agglomération autour de la ville de Québec. Et donc, on se situe dans cette belle ville-là, qui est une ville du patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre campus, on a un campus de style, je dirais, nord-américain, dans lequel on a donc un espace assez vert dans lequel on a une vie culturelle, sportive, sociale très, très animée. Donc, le campus lui-même est une espèce de petit village en soi. C'est un campus qui s'étale un peu à l'extérieur du grand centre de la ville et puis donc qui a 1,8 km². Et c'est une université donc qui a un fort, fort penchant vers le développement durable. Ça fait partie de notre identité. D'ailleurs, un signe de ça, c'est qu'on est la première université
au Canada à avoir atteint un statut de carboneutralité. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, c'est tout expliqué ça sur notre site web. On pourra en parler aussi dans la période de questions si vous le souhaitez. Une chose importante aussi dans une présentation comme celle d'aujourd'hui, c'est de montrer qu'on a plus de 9000 étudiantes et étudiants de l'international, puis qu'on a de nombreux séjours de mobilité, donc une grande université de calibre international. La faculté de foresterie, géographie, géomatique, c'est une faculté à l'intérieur de cette université-là, de taille, j'aime dire qu'elle a une taille moyenne parmi les facultés, donc moins grosse que les facultés de médecine ou de sciences et de génie, mais quand même une faculté à forte intensité de recherche. 75 professeurs environ répartis dans trois départements, donc de sciences du bois et de la forêt, donc des sciences forestières et du bois, de géographie et de sciences géomatiques. Donc, une chose qu'on aime dire, en fait, c'est que comme la ville de Québec a un peu ce mélange-là entre l'effervescence des grandes villes puis le côté plus humain des villages, ben, la faculté, c'est un peu la même chose. En fait, on est une faculté à échelle humaine dans laquelle les personnes qui travaillent se connaissent à peu près tous et toutes. Mais qui a aussi une grande, grande effervescence au niveau des initiatives de recherche et de la recherche qui s'y mène de calibre mondial. On a sur le campus plusieurs infrastructures réparties dans différents pavillons, notamment là, le pavillon, la structure en bas que vous voyez, le pavillon Kruger qui abrite le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables et c'est là où on enseigne le génie du bois. Et le pavillon Abitibi-Price, qui est juste à côté, qui est relié par le beau corridor que vous voyez là en haut au centre. Et donc, ça, c'est un pavillon qui est plus vieux, mais qui abrite les sciences forestières et la géographie notamment. Puis qui tranquillement aussi est en train d'abriter les sciences géomatiques, les sciences géomatiques qui étaient plus concentrées au pavillon Caso dans l'est du campus. Et tranquillement, ben, on est en train de rapatrier tout le monde dans les deux pavillons que je vous ai parlé. Il s'ajoute à ça, le pavillon marchand, c'est le pavillon des sciences de la vie. On a quelques professeurs, notamment en biologie forestière, des gens notamment qui vont toucher à la génomique ou à la génétique quantitative qui vont travailler dans ce pavillon-là, qui est aussi juste à côté là, des pavillons Abitibi-Price et Kruger. S'ajoute à ça une partie non négligeable. J'ai la grande chance, en fait, et l'opportunité d'être le directeur scientifique de la forêt Montmorency, qui est la plus grande forêt d'enseignement et de recherche universitaire au monde. Il s'agit d'une forêt de 412 km². Pour celles et ceux qui savent moins qu'est-ce que ça veut dire 412 km², mais si vous voulez vous référer à une marque territoriale un peu plus tangible, les 412 km² correspondent environ à la superficie de l'île de Montréal. Donc, si vous venez du Québec, vous savez à peu près de quoi ça a l'air. Si vous venez d'ailleurs, ben, vous pouvez aller voir sur une carte l'île de Montréal, qui est l'île qui abrite la métropole québécoise. Donc, notre forêt d'enseignement et de recherche a cette taille-là, ce qui nous permet de tester des approches d'aménagement forestier à l'échelle du territoire. Donc, c'est une opportunité là, pour la faculté qui est très, très unique et qu'on aime mettre de l'avant. Maintenant, pour les programmes de maîtrise et de doctorat, ici, on insiste sur les programmes de maîtrise en recherche, donc on va dire les maîtrises avec mémoire. Et pourquoi? C'est parce que en fait, les programmes, il y a aussi des programmes de maîtrise avec essai, qui sont plutôt des maîtrises dites professionnelles. Sonia et Véronique pourront en parler au besoin. Mais là, ici, on va se concentrer vraiment sur la recherche, donc la maîtrise avec mémoire et le doctorat. Donc, pour les programmes de maîtrise avec mémoire en sciences du bois et de la forêt, on a trois programmes qui sont en agroforesterie, en génie du bois et des matériaux biosourcés et en sciences forestières. Puis au doctorat, ben, on a la même chose, mais sauf que le programme en agroforesterie est plutôt intégré à celui en sciences forestières, donc il n'y a pas de doctorat en agroforesterie. Pour le département de géographie, on a un programme de maîtrise avec mémoire en sciences géographiques et un programme de doctorat également en sciences géographiques. Et c'est la même chose pour les sciences géomatiques, des maîtrises avec mémoire en sciences géomatiques et doctorat en sciences géomatiques. On a beaucoup, beaucoup d'expertise dans nos facultés. Donc, si on a dit tantôt que l'université
était une université qui couvrait à peu près tous les domaines d'expertise. Ben, c'est un peu la même chose pour nous, pour les domaines des sciences géographiques, des sciences géomatiques et des sciences forestières et du bois. Donc, pour les sciences forestières, ben, dans nos expertises, par exemple, juste un petit échantillon là, ou un survol en fait de nos expertises, on a des professeurs qui vont travailler en aménagement durable des forêts, mais aussi en sylviculture. Donc, il y a un changement d'échelle, là, de l'aménagement va être à plus grande échelle, la sylviculture souvent à plus petite échelle. Il y a des professeurs aussi qui vont accueillir des travaux en écologie, en biologie forestière. Il y a des profs qui travaillent en carbone forestier, changement climatique, la conservation des milieux naturels, l'étude des sols aussi, qui est fondamentale en foresterie. On a des professeurs en opération forestière, un groupe assez important dans ce domaine-là, une chose qui est assez distinctive et unique parmi les universités canadiennes qui font des sciences forestières. On a des professeurs en écologie, en écophysiologie, pardon, en génétique des arbres, en foresterie urbaine, économie et politique de gestion de la forêt, en foresterie autochtone et plusieurs autres domaines. L'idée ici, c'est de comprendre qu'on couvre à peu près tous les domaines des sciences forestières, touchant à la fois vraiment les sciences naturelles, bien sûr, mais aussi certaines sciences humaines et sociales à travers nos programmes puis nos expertises de professeurs. Ensuite de ça, en génie du bois et des matériaux biosourcés, ben, on a des gens qui travaillent à caractériser la ressource. D'autres qui travaillent en chimie du bois, en composite en base de bois, en deuxième transformation du bois, en développement de produits, en durabilité des matériaux et des bâtiments. Donc, on part vraiment là, du matériau biosourcé jusqu'au produit, jusqu'au système. Donc, on passe non seulement de la matière première transformée une première fois, mais jusqu'à deuxième, troisième transformation, jusqu'à temps que ça devienne un système, notamment dans des bâtiments. Donc, on a de l'éco-conception de charpente en bois, des enveloppes du bâtiment, de l'analyse du cycle de vie, des matériaux biosourcés. Donc, l'idée ici, c'est que le côté euh, développement durable est un objet de recherche en soi. Donc, c'est pas parce que le matériau est du bois qui est nécessairement la meilleure alternative écologique. Donc, c'est les analyses du cycle de vie qui vont nous permettre de voir ça. Bon, il y a aussi des travaux en mécanique du bois et en usinage. J'en saute quelques-uns. En marketing des matériaux biosourcés également. On a plusieurs entités structurantes, donc des chaires, des consortiums de recherche, notamment une chaire de recherche du Canada sur les bâtiments durables, une autre chaire de recherche du Canada en sylviculture adaptée au changement climatique, c'est ça. Donc, j'ai sauté le consortium de recherche FORAC qui regroupe foresterie, génie industriel, informatique et administration, surtout dans les opérations forestières. Ensuite de ça, on a une chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu. On a une chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone. Et on a également un consortium de recherche sur les panneaux composites à base de bois, le projet Corp en bois. Et le petit nouveau, une chaire de recherche en acériculture et aménagement des érablières. Pour ceux qui ne savent pas, la l'acériculture, c'est la- l'utilisation des arbres pour la production de sirop d'érable. Ce qui évidemment est important là, d'un point de vue non seulement économique, mais aussi, ou socio-économique, je dirais, mais aussi au niveau culturel pour les Québécois. Donc, ce sont nos entités. Ces entités-là, en fait, pourquoi on les nomme ici, c'est que ces entités-là vont regrouper plusieurs personnes, mais notamment aussi des fonds de recherche quand même assez conséquents. Et ça fait souvent, donc, c'est ces subventions-là qui vont permettre de financer des travaux à la maîtrise et au doctorat. En sciences géographiques, ben, on a aussi des expertises qui sont très, très variées. Et au-delà de la liste qu'on voit là, qui touche plusieurs domaines, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme la géographie, en fait, on va toucher à la fois la géographie humaine et la géographie physique. Donc, pour la géographie physique, par exemple, on va avoir des spécialistes des études nordiques, une grande, grande force de l'Université Laval. On va avoir également là, des travaux en développement durable, durable, en écologie du paysage, en changement climatique et climatologie, euh, en paléoécologie, en palynologie, en biogéographie et des changements environnementaux, en cartographie, dendrochronologie, sédimentologie. Ça, ce sont toutes des disciplines
qui se rattachent au territoire, mais qui touchent la géographie, comme on va dire, physique. Par ailleurs, on a aussi beaucoup d'expertise en géographie humaine, notamment les migrations internationales, la démographie, la géopolitique, le développement urbain et rural, le tourisme, les changements historiques et culturels. J'avais oublié tantôt l'écologie aquatique parmi les domaines de spécialité en géographie physique, mais je reviens à la géographie humaine. Donc, je pense que je les ai couverts. Tantôt, Geneviève va nous présenter là, ses travaux dans le domaine des migrations internationales. Donc, pour les chaires de recherche dans géographie, on a une chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales. Geneviève fait partie de cette chaire de recherche-là. On a une chaire de recherche du Canada en patrimoine et tourisme autochtone. On a une chaire de recherche sur les écosystèmes côtiers et les activités portuaires, industrielles et maritimes. Donc, de ce côté-là, on touche plus la géographie physique. Il y a une chaire de recherche en partenariat en études indo-pacifique. Donc là, on est plutôt dans le contexte géopolitique puis géographie humaine. Et on revient à la géographie physique avec une chaire de recherche en partenariat Sentinelle-Nord sur le pergélisol. Pour les sciences géomatiques, on a, donc c'est notre troisième département, on a encore plusieurs expertises. Là encore, on touche à la fois aux sciences, notamment aux sciences naturelles, mais aussi aux sciences humaines dans une certaine perspective, dans une certaine proportion. Dans nos exemples, par exemple, d'expertise, ben, en fait, on a l'acquisition de données, des images, notamment des nuages de points, LIDAR, la collecte et traitement des données de télémétrie mobile, des réseaux de capteurs distribués, des villes et environnements intelligents, l'utilisation du LIDAR terrestre en foresterie, donc il y a des liens aussi entre nos départements, le traitement d'images, d'intelligence artificielle, l'intégration de données et la qualité de l'information géospatiale, le cadastre en 3 dimensions. Donc, le cadastre qui est la division, en fait, la cartographie des propriétés, en fait, puis d'utilisation des terres. Et comme les villes ont tendance à s'élever en hauteur, alors que ça a toujours été en 2 dimensions, on passe en 3 dimensions. Le développement d'environnements virtuels 3D, puis la réalité augmentée, les modèles numériques de terrain, les bases de données géospatiales les structures de données spatiales, les systèmes d'information géographique et la cartographie, la spatialité numérique et la géomatique environnementale et culturelle. Donc voilà, ça touche vraiment un ensemble de sciences et il y a des forts liens avec les 2 autres départements. Donc, des unités de recherche structurantes dans le département géographique de géomatique, on a notamment la chaire de recherche du Canada sur les villes et mobilité, intelligence et inclusive. Et on a le laboratoire expérientiel de représentation et de perception 3D qui est représenté dans la photo en bas à gauche de l'écran. Comme je le disais tantôt, on participe à plusieurs centres de recherche. Un petit échantillon ici, c'est le Centre d'études de la forêt, le Centre d'études nordiques, le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables, le Centre de recherche en données et intelligence géospatiale, l'Institut de biologie intégrative et de biosystèmes, et des systèmes, pardon, l'Institut EDS en environnement, développement et société, le consortium de recherche FORAC qui, lui, travaille en opération forestière, et le Centre de recherche en culture, art et société. Donc, vous voyez que ça touche vraiment plusieurs domaines. Les centres de recherche, eux, sont des regroupements. Donc, imaginez-vous que vous allez aux études graduées, à la maîtrise ou au doctorat. Il est fort, fort probable que vos professeurs soient membres de un de ces ou plusieurs de ces centres de recherche-là. Et qu'est-ce que ça vient faire, en fait? C'est que vous, en étant étudiante ou étudiant à la maîtrise ou au doctorat, vous allez aussi faire partie, donc vous allez adhérer au centre de recherche auquel votre professeur a adhéré. Et ce que ça fait, en fait, c'est que vous allez faire partie d'une communauté qui partage l'objet de recherche très, très large sur lequel vous allez travailler. Donc, vous allez avoir l'impression de faire partie de quelque chose qui est plus grand que votre projet. Et ça, ben, c'est intéressant parce ça nous permet de développer une communauté de pratique, mais aussi une communauté dans laquelle il fait bon vivre, une communauté dans laquelle on va acquérir plein, plein d'idées, d'échanges qui viennent catalyser en fait le développement de vos projets.
individuelle. Donc, c'est ça, c'est comme le collectif là, qui a un impact vraiment très, très positif sur l'individu. Donc, l'autre chose qu'on voulait montrer, en fait, c'est que le terrain de jeu pour la recherche est très, très vaste. En fait, c'est la planète Terre en entière. Nos recherches, donc, on a des recherches au Québec, bien sûr, dans les forêts du Québec. On a plusieurs de nos travaux de recherche qui vont être dans les forêts de recherche, dans les forêts du Québec. Mais pas que. On a aussi des travaux dans le nord, au-delà de la limite des forêts, en études nordiques, mais aussi partout dans le monde, ailleurs au Canada et partout dans le monde. Donc, il y a plusieurs professeurs. En fait, nos objets de recherche touchent le territoire dans son ensemble. Les avantages des études au cycle supérieur, ben en fait, il n'y a pas de meilleure façon de dire que les études supérieures, ben, c'est une expérience humaine d'abord et avant tout. Donc, on a l'impression, comme je le disais tantôt, on n'a pas juste l'impression, mais on fait partie d'un tout. On s'attaque à des défis complexes de la société. Et puis, on n'a pas l'impression de le faire seul parce qu'on le fait en collaboration avec plein d'autres mondes dans des initiatives de recherche qui souvent sont interdisciplinaires. L'idée de l'interdisciplinarité aussi, c'est de faire en sorte que ben, la complexité des défis auxquels fait face la société ben, en fait, est tellement grande qu'on n'a pas le choix de s'attaquer à ces problèmes-là de manière interdisciplinaire. On peut le voir aussi en se disant, ben c'est ça, c'est que on a l'impression aussi, c'est une façon de contribuer significativement aux grands défis que la société vit actuellement. Donc, pour les démarches d'admission, en pratique, j'essaie d'aller vite là, pour laisser du temps pour les questions, mais en gros, vous devez aller sur le site web de la faculté, dans l'onglet Études, et là, vous allez avoir deux parties, trouver votre programme et préparer votre dossier. C'est deux parties que vous allez avoir à faire. Puis une étape importante, en fait, importante, c'est de trouver votre directeur ou directrice et votre projet de recherche. Puis là, donc, comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'il faut avoir un professeur ou une professeure qui accepte de vous superviser. Et là, bien évidemment, il y a toujours un échange. Les professeurs, eux, moi j'en fais partie, souvent on va faire des appels. Le plus souvent, en fait, on va faire des appels internationaux. D'ailleurs, il y a une personne qui participe à la rencontre qui a répondu à un de ces appels internationaux-là, puis qui va joindre à mon équipe de recherche au mois de mai. Donc souvent, je le fais par concours. Les professeurs, ils vont pas toujours de la même façon. Il y a des professeurs que ça va se faire beaucoup plus par des contacts plus personnalisés. Puis d'ailleurs, on vous encourage à écrire directement au professeur pour y présenter de manière vraiment structurée et cohérente, d'abord les raisons pour lesquelles vous souhaitez collaborer avec le professeur, votre parcours universitaire, puis vos intérêts de recherche en lien avec le champ d'expertise du professeur. Vous pouvez également joindre un CV en faisant état de vos réalisations, votre dossier scolaire, puis une lettre de courriel ou un courriel de motivation et, si possible, même des lettres de recommandation de personnes qui vous ont supervisé. Là, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que donc ça, c'est une partie vraiment essentielle de l'inscription aux études au cycle supérieur. Pour des projets de recherche, on doit toujours avoir un professeur qui va accepter de diriger les travaux. Et là, il y a un échange qui est fait. Les professeurs se cherchent des étudiants talentueux, talentueuses, et d'un autre côté, vous cherchez des professeurs talentueuses, talentueux qui sont à même de diriger vos travaux puis vous donner des opportunités de développement. Donc là, ici, c'est vraiment un échange qui doit se créer. Puis il faut comprendre que les professeurs, évidemment, ne peuvent pas recruter euh, une, une- ils ont une capacité d'accueil qu'ils doivent respecter. Ils ne peuvent pas recruter sans s'arrêter, hein. Il y a des laboratoires de recherche qui sont pleins, mais il y a toujours un renouvellement. C'est-à-dire que le professeur est toujours, ou plus ou moins, là, dépendamment de son financement de recherche, à la recherche de candidatures. Et de votre côté, ben, si vous cherchez, en fait, ben, il s'agit d'échanger avec ces professeurs-là. Pour les candidats locaux qu'on connaît déjà, évidemment, c'est facilité. Mais comme je disais, souvent les professeurs vont procéder à des appels très, très ouverts là, pour essayer d'identifier là ou le meilleur étudiant, étudiante potentiel pour un projet de recherche. Donc,
Une erreur à éviter ici, quand on prend contact avec les professeurs, vous pouvez voir les professeurs, leur domaine de spécialisation. En fait, une première erreur à éviter, ça serait d'écrire à tous les professeurs sans égard à leur domaine de spécialisation. Évidemment, moi, comme professeur, quand je reçois ça, j'essaie toujours d'avoir une... Je lis et j'essaie de répondre à la plupart en fait, à tous les messages que je reçois, mais lorsque c'est trop évident que je fais partie d'une liste de distribution parce que la personne parle d'un domaine de recherche qui est vraiment très éloigné du mien. Là, à ce moment-là, ben, je vois immédiatement que ça ne fonctionnera pas. Donc, je vous invite à cibler vraiment vos appels, ou en fait, pas vos appels, mais vos messages que vous envoyez à des professeurs en liant bien votre intérêt à l'expertise des professeurs. Ensuite de ça, ben c'est ça, donc vous pouvez prendre contact avec leur professeur parce que ben, nos coordonnées sont écrites. Puis vous avez là nos champs d'expertise, nos subventions, les unités de recherche auxquelles on fait face, pardon, des unités de recherche desquelles on fait partie, qui sont bien indiquées là, sur la page. Donc ça, c'est des exemples là, de si vous cliquez sur ma page à moi. Et par la suite, ben, vous pourrez déposer une demande. Les demandes, s'assurer d'avoir vraiment tous les documents, avoir des relevés de notes qui sont conformes, des diplômes, des CV, deux, trois rapports d'appréciation signés pour les programmes des études supérieures. Donc, ça, c'est pas très long là, à remplir. Il y a généralement, là, c'est une partie qui est pas très compliquée. On demande que des personnes qui vous connaissent remplissent, puis grosso modo, confirment votre capacité à faire des études au cycle supérieur. Donc, on veut aussi une lettre de motivation qui est bien écrite, qui contient pas de fautes et on veut à tout prix éviter l'information qui est générique, c'est-à-dire une lettre de motivation qui ne serait pas spécifique au projet de recherche. Puis, bien sûr, aussi une lettre d'acceptation du directeur ou de la directrice de recherche. Donc, la partie clé, là, c'est vraiment l'échange avec les professeurs ici pour être capable de trouver quelqu'un qui va vouloir vous encadrer. Et comme je disais, ne voyez pas ça négativement. Les professeurs sont tous à la recherche de talent toutes et tous à la recherche de talent pour les prochaines personnes qui vont joindre à leur laboratoire. Évidemment, euh, c'est ça, il y a un processus de sélection qui va être, qui va être appliqué. Pour ce qui est, bon, c'est ça, du financement, en fait, on va commencer par un financement de base. Donc, lorsque vous faites des études de maîtrise, il va y avoir un financement de base. Évidemment, vous avez à payer des frais de scolarité, mais ça va être compensé en partie par un financement de base qui est relié à des critères de réussite. À la maîtrise, c'est pas tellement développé, sauf à la fin. Donc, on espère que la maîtrise durera 5 ou 6 sessions. Donc, c'est équivalent de 2 ans ou un peu moins. Et lorsque vous allez faire le dépôt initial du mémoire, si vous arrivez à le faire à la 5e session, il y a une bourse va vous être versée de 3 000 $ et si c'est à la 6e session, c'est 1 000 $ Et si vous dépassez ça, ben, il n'y aura pas de bourse. Donc, c'est un incitatif à la réussite. Au doctorat, il y a beaucoup, beaucoup plus d'incitatifs. Donc, en gros, il va y avoir bon, le plan de collaboration qui est une étape importante à la première session. Il n'y a pas de bourse associée à ça, mais si après un an, donc à la 4e session, donc d'inscription. Je rappelle qu'il y a 3 sessions par année. Donc, après un an, si vous êtes en mesure d'avoir réalisé vos examens de doctorat et d'avoir tenu une rencontre du comité d'encadrement, bien, il y a une bourse de 4 800 $ qui est associée à ça, donc ce qui est plus élevé là, que les frais de scolarité de la session en cours. Et si vous y arrivez pour la 5e session, vous n'y arrivez pas pour la 4e, mais pour la 5e, mais la bourse est quand même intéressante, là, 3 200 $. Ensuite de ça, à la 7e session, si vous faites une réunion du comité d'encadrement, il y a une autre bourse de 3 200 $ à laquelle vous êtes éligible. Et pour les dépôts initiales de la thèse et si vous arrivez à le faire à la 8e session, il y a une bourse significative là, de 6 300 $ qui va être versée, qui est dégressive là, si c'est la 6e, c'est à la 8e, 9e, donc ça sera un doctorat en 3 ans, puis après ça, ça diminue là, à partir de la 10e, 11e et 12e session. À tout moment pendant vos études, si vous êtes premier auteur d'un article en lien avec votre projet de recherche de doctorat, vous aurez droit aussi à une bourse de 1 500 $ si c'est à l'intérieur des 6 premières sessions et de 900 $ si c'est à l'intérieur
en fait, entre les sessions 7 et 12. Donc ça, c'est du financement de base. Donc, l'aide financière, évidemment, là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, à la maîtrise et au doctorat, on s'attend à ce que tout le monde reçoive du financement. Donc, j'ai dit, à la maîtrise et au doctorat en recherche, j'ai dit, vous allez avoir à payer des frais de scolarité. Donc, ça, c'est une réalité. J'ai dit aussi que vous auriez une espèce de système pour vous encourager à la réussite avec des bourses, mais on veut que ces bourses-là ne soient pas la source de financement, qu'ils soient des sources de financement complémentaires un financement de base. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les professeurs vous financent. Les montants varient un peu, mais une des façons privilégiées de faire ça, c'est du financement via les projets de recherche par la directrice ou le directeur de recherche. Donc, moi, comme professeur, j'ai des subventions de recherche. Vous pouvez le voir sur le site de l'Université Laval. Ces subventions-là de recherche sont dédiées en majeure partie à payer pour des bourses ou des salaires d'étudiants qui viennent travailler dans mon équipe de recherche. Les montants varient entre les équipes de recherche, mais normalement, c'est ça devrait ressembler aux subventions des organismes subventionnaires fédéraux ou provinciaux là, qu'on a. Encore une fois, ça va dépendre des capacités de payer des professeurs, mais aussi, mais il faut que vous sachiez donc que, en fait, la plupart des professeurs sont en mesure d'offrir ça. Donc, et qu'idéalement, on ne voudrait pas que nos étudiantes et nos étudiants viennent faire des études de maîtrise et de doctorat sans avoir un financement qui est quand même conséquent, assez pour être capable de vivre confortablement, pas riche, mais quand même confortablement dans la ville de Québec. À ça s'ajoute le programme dont je vous ai dit, je vous ai parlé tantôt, le programme qu'on a vu à la précédente diapo de la Faculté des études supérieures, qui encourage la réussite dans des temps donnés. Ensuite de ça, vous pouvez aussi participer en tant qu'auxiliaire d'enseignement et de recherche. Souvent, ça va être en supplément des bourses qui vont être données, mais ça peut être, si vous n'avez pas de financement, ça peut être une autre façon, mais ça vous amène à travailler. Donc, pour obtenir ces financements-là. Donc, on espère que ce soit pas trop prenant pour ne pas nuire à vos études non plus. Pour les candidates et les candidats de l'international, les bourses citoyennes du monde peuvent être intéressantes. Vous pouvez regarder ça. Il y a le volet engagement. Il y a aussi des bourses d'exemption des droits de scolarité supplémentaires au doctorat. Donc, pour toute personne issue de l'international, normalement, au niveau baccalauréat et maîtrise, les frais de scolarité pour les étudiants internationaux sont plus élevés que pour les étudiants québécois. Par contre, au niveau doctorat, ben, il y a une exemption, en fait une exonération, je pense que ça s'appelle des droits de scolarité. Donc, en gros, vous payez, si vous êtes au niveau doctorat, vous payez les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Donc, c'est avantageux. C'est environ 3 000 $ par année là, de frais de scolarité. C'est beaucoup moins élevé que si vous aviez à payer des droits de scolarité d'étudiants internationaux. Pour les étudiants québécois, il y a aussi la bourse de leadership et d'engagement. Donc, il y a des sites web qui sont marqués là qui montrent bien là, les différentes ressources pour le financement. Mais en gros, retenez que si vous vous engagez dans des études comme ça, normalement, vous devriez, puis en fait, je vous recommande fortement d'obtenir du financement d'une quelconque source. Soit que ce soit une bourse individuelle qui est donnée en raison de votre excellence en recherche, euh, ou alors que ce soit du financement direct des projets de recherche de votre directrice ou de votre directeur. Donc, dans mon cas, dans mon équipe de recherche, je dirais que la forte majorité de mes étudiantes et mes étudiants vont recevoir du financement qui vient de mon financement de recherche à moi. Il y en a quelques-unes et quelques-uns qui ont des bourses d'excellence. Mais au final, en fait, les personnes que je rémunère ben, vont toutes être rémunérées au même niveau. À la maîtrise, c'est un peu moins élevé qu'au doctorat. Je pense que je peux donner des chiffres là, dans mon cas et dans mon programme de recherche présentement. Les financements de recherche, c'est 25 000 $ annuellement pour une maîtrise et 30 000 $ au doctorat. Donc, ça pourrait ressembler à ça, là. Ça peut être un peu plus bas, un peu plus haut, mais je ne me gêne pas pour le dire parce que je pense que vous devriez vous attendre à avoir du financement comme ça, évidemment, si vous êtes recruté là, par les professeurs. Évidemment, bon, les perspectives de carrière sont très, très, très nombreuses. Elles peuvent toucher le milieu pratique, l'entrepreneuriat, la recherche. Évidemment, si on veut pousser en recherche, ça va être plutôt après une carrière, après avoir réalisé un doctorat. Mais c'est ça, il y a plusieurs
perspectives intéressantes là, de carrière. En fait, nos diplômés à la maîtrise et au doctorat généralement ne traînent pas sur les tablettes, là. Il y a une grosse demande dans la société au sens large pour nos expertises, que ce soit dans le milieu pratique, dans le milieu de la recherche, ben là, ça fonctionne beaucoup avec des opportunités puis avec le financement des différents instituts de recherche. Donc, c'est un peu plus variable, mais ce qui est vraiment invariable, en fait, c'est qu'il y a une grande demande pour le personnel hautement qualifié qu'on forme dans la faculté. On arrive à la section des témoignages. Fait que là, je vais passer la parole à Véronique. Je pense que c'est toi qui vas animer cette partie-là. Oui, donc on a Geneviève Fournier qui est dans la salle, qui est étudiante à la maîtrise en sciences géographiques. Donc, Geneviève, je t'invite à faire ton court témoignage là, de ton expérience à la maîtrise. Puis est-ce que tu Oui, souhaites que j'arrête le partage, Geneviève, ou bien tu veux laisser ça comme ça? Oui, on c'est pourrait, comme vous préférez. pourrait l'arrêter. OK. Vas-y, Parfait. Geneviève. La parole est à toi. Merci beaucoup. Ben, bonjour tout le monde. Comme l'a dit Véronique, moi, je suis étudiante à la maîtrise en sciences géographiques. Je suis dans ma dernière session de maîtrise, je vais graduer ce printemps. Et, donc, pour ma part, j'ai eu une expérience très positive à la faculté de foresterie, géographie, géomatique. Et avant ça, j'avais étudié aussi à l'Université Laval, mais dans une autre faculté. Puis par comparaison, je peux dire qu'ici, on a vraiment une faculté qui est très vivante, très dynamique sur tous les plans. Comme on a parlé un peu Alexis, on a des équipes de recherche qui sont très vivantes, avec des grandes équipes d'étudiants, etc. Donc ça, c'est un bon milieu pour se former à la recherche. Mais on a aussi plein d'activités étudiantes, des activités facultaires, etc. C'est aussi une bonne faculté pour rencontrer des gens puis s'intégrer à la vie au cycle supérieur. Il y a aussi toutes sortes d'opportunités de financement, de participer à des projets en tant qu'auxiliaire, auxiliaire d'enseignement, auxiliaire de recherche, etc. Puis je pense qu'un des points forts de notre faculté, si vous pensez passer au cycle supérieur, c'est les opportunités de terrain de recherche. Donc, contrairement à d'autres domaines où peut-être la recherche est plus axée sur des bases de données ou je sais pas, là, des études plus en bureau, mais nous, à la faculté, on fait à peu près tous les étudiants des terrains. Soit en forêt avec des prélèvements plus dans les sols, dans les calottes glaciaires, etc., ou avec les humains. Donc, moi, je suis en géographie humaine. J'ai participé à plusieurs terrains là où on va rencontrer les gens, faire des entrevues, passer des sondages, etc. Je pense que si c'est un aspect de la recherche qui vous intéresse, le terrain, euh, la faculté de foresterie, géographie, géomatique, c'est vraiment un bon fit pour vous, peut-être. Donc, voilà. Et merci Geneviève, c'est vraiment intéressant. Donc, peut-être si tu veux rester quelques minutes, s'il y en a qui ont des questions pour toi. Puis là, je vais passer la parole à Joao Polo pour son expérience au doctorat avec l'équipe d'Alexis. Bonjour à tous, à toutes. Merci de l'invitation. En fait, j'étudie avec Alexis, je fais un doctorat. Je suis d'origine brésilienne, au sud du Brésil, 800 kilomètres de São Paulo. Et j'ai un bac en génie forestier au Brésil, puis une maîtrise, euh, tout ça entre 2005-2010, puis la maîtrise 2014. Et j'ai travaillé au Brésil pendant 2 ans, surtout au secteur privé. Et aussi, j'ai étudié un peu la pâte et papier. J'ai en DESS, en diplôme d'études spécialisées en pâte et papier. Puis donc, j'étais dans le domaine de pâte et papier beaucoup de temps au Brésil. Et c'est là que j'ai décidé que je voulais avoir une expérience à l'international. Je connaissais une ancienne étudiante d'Alexis qui s'appelle Mariana Hasegawa. Puis c'est elle qui m'a dit, quand je commençais à chercher des opportunités à l'international, je savais pas que je viendrais au Québec, ni que je parlerais français un jour. Mais c'est elle qui m'a dit que Alexis avait un projet, tout ça, puis c'était Silva 21, un gros projet pour l'adaptation au changement climatique. Puis je me suis intéressé, passé des interviews avec Alexis. Puis 2022, j'ai commencé le doctorat et je peux dire que c'est une expérience très positive. Puis j'ai eu tout le soutien d'Alexis, de l'équipe de la faculté, le financement tout le long. J'ai pu apprendre à parler français
un encadrement très solide des opportunités. Je suis complètement d'accord avec Geneviève dans tout son discours, mais je pourrais parler un peu plus du côté que pour moi, c'était peut-être des difficultés personnelles, mais que je peux trouver à la faculté et dans les professeurs, dans les techniciens, dans toutes les personnes qui nous aident, euh, cette, euh, cette opportunité-là de développer, par exemple, la communication. Je peux me développer en présentation, surtout la rédaction d'articles scientifiques, d'être capable de se voir ça dans se voir dans ces rôles-là de chercheur. Donc là, j'ai un projet, je travaille sur la migration assistée des essences forestières. Euh, Cette approche-là par la modélisation de l'adéquation des habitats. Puis moi, personnellement, j'ai fait pas de terrain pour mon projet, mais j'ai eu la chance aussi d'aller sur le terrain avec mes collègues. Et on a eu l'opportunité de voyager, de visiter d'autres provinces, de discuter avec plein de chercheurs différents, chercheuses. Puis c'est vraiment incroyable d'être entouré, de côtoyer des gens qui sont de très, très, très haut niveau. Donc, si vous pensez à venir à l'Université Laval, je peux vous dire que euh, ça, peut-être c'est que je trouve que c'est une grande chance d'avoir des gens qui sont parmi les meilleurs dans leur domaine. Donc ça a été vraiment excellent pour moi. Notre labo, la communauté, le partage, c'est aussi cet aspect humain avec des gens qui sont exceptionnels. C'est très bien aussi l'intégration. Pour ceux qui parlent pas français, peut-être au Québec, on a un programme qui offre l'opportunité, comme pour moi, j'ai eu cette chance-là d'apprendre la langue, d'être aidé, parce que je parlais pas du tout français avant. Alexis m'a laissé aller étudier quelques journées par semaine jusqu'à que je puisse parler un petit peu. Donc, en tout cas, en bref, c'est une expérience pour moi formatrice, stimulante et très humaine. Puis j'ai eu la chance aussi de avoir le temps d'étudier plusieurs choses en profondeur avec liberté et de me développer comme professionnel. Donc, mais c'est ça, si vous avez des questions. Et Merci, merci beaucoup. Puis ton français est excellent, hein. Bravo d'avoir réussi c'est gentil, merci. à aussi bien apprendre en quelques années seulement. Donc, Est-ce que je je peux vais... ajouter quelque chose à ce que Oui, Jouan vient de dire? En fait, c'est ça, là, c'est que dans l'histoire, mais c'est pas un hasard, évidemment, là, si on a proposé Jouan, mais en fait, tu sais, on parlait de la connexion potentielle entre un superviseur puis un étudiant ou une étudiante. Et puis, dans ce cas-là, moi, en rétrospective, ce qu'on voit, en fait, c'est que j'étais à la recherche de candidats. Et par chance, là, par contact, il y a quelqu'un qui a recommandé à Jouon qui vienne appliquer. Euh, Qu'est-ce qui a fait une grosse différence, en fait, dans la décision de le recruter? Fait que j'ai été chanceux, en fait, là, mais je pense que c'est la même chose, je pense que c'est réciproque, mais ce qui a fait une grosse différence, c'est la recommandation d'une autre personne. Parce qu'il faut voir qu'on reçoit quand même des candidatures qu'on connaît pas. Je connaissais aucunement Jouon, j'avais jamais entendu parler de lui avant. Et puis là, ben, la recommandation d'un collègue, d'une collègue dans ce cas-là, ben, ça fait une grosse différence parce que là, on a l'impression de s'avancer dans une relation qui a plus de chances de réussir puis d'être fructueuse. Alors, je tenais à le dire parce que euh, ben c'est ça, c'était une très belle association. Là. Ça tire à sa fin le doctorat de Jouon, mais on va continuer de travailler ensemble par la suite. Mais je tenais à dire que c'était ça, c'est ce qui, si vous pouvez soit avoir une relation avec des professeurs, des relations existantes, parfois des professeurs des étudiants qu'on va côtoyer on arrive à les connaître ou par des collègues interposés, ben, ça peut aider beaucoup. Si à distance comme ça, ben, les recommandations des professeurs qui vous ont supervisé dans vos universités respectives, ben, ça peut beaucoup aider là, au recrutement. oui, puis je rajouterais qu'il y en a aussi qui ont passé par la maîtrise professionnelle dans un premier temps. Par exemple, on a une candidate qui était à la maîtrise professionnelle en agroforesterie qui ne demande pas nécessairement de trouver là, le conseiller avant la mission. Puis par la suite, une fois rendue ici, elle a pu faire des contacts avec quelqu'un et elle a pu évoluer vers la maîtrise en sciences forestières avec mémoire, avec un projet de recherche. Donc ça peut être aussi une option.
Je sais pas ben, il y a quelques questions dans le chat qu'on a eu. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'intéressait aux feux de forêt et à la dynamique des écosystèmes. Donc, Alexis, je sais pas si tu as des recommandations vers qui la personne pourrait se tourner. Oui, on a des projets là-dessus. Je n'ai pas vu, mais oui, il y a différentes personnes. En fait, c'est un thème on aimerait qu'il soit encore mieux couvert, là. On a un professeur là, qui arrive en fin de carrière là, qui couvre ce domaine-là, mais il y a d'autres professeurs, dont moi. Il y en a d'autres aussi, comme Mathieu Bouchard, qui vont travailler sur ces domaines-là. Donc, vous pouvez le voir là, à travers les, euh, les différents expertises des différents professeurs, là. Mais donc, on est assez nombreux là, à travailler là-dessus. Puis ouais, c'est ça. Super, merci. Puis il y avait une question pour, je sais pas si je le prononce bien, là, Rouen. C'est Emmanuel qui demandait si tu pouvais partager aussi les défis rencontrés dans le cadre du doctorat. Je pense qu'un doctorat, c'est quand même un gros programme d'études, puis c'est sûr qu'on rencontre des défis là, à travers ça. Donc, si tu peux nous en partager quelques-uns. Ce sont plusieurs défis, mais la différence, c'est, je pense, d'avoir une attitude, comme Alexis dit souvent, une attitude positive, d'essayer de réfléchir à chaque fois. Mais je dirais que pour commencer, en doctorat, ça prend beaucoup d'autonomie, puis d'être capable de mener la recherche d'une façon autonome. Puis au début, si on est un peu habitué, par exemple, moi, je suis venu d'une réalité du monde au travail où on a des projets avec des problèmes qui sont un peu plus structurés. Donc, tu as besoin de penser à des choses que, dans mon cas, je connaissais pas. Donc, ça prend beaucoup de temps pour comprendre comment ça fonctionne, pour se situer dans le contexte québécois, canadien. Donc, c'est ton défi aussi parce que si on arrive de l'international, il y a aussi un choc culturel qui va se produire parce que c'est normal, qu'il va y avoir des comportements différents, de façons de faire différentes. Donc, tout ça, je pense que ce sont des défis. Mais quand je dis que j'ai eu le temps pour réfléchir à tout ça, puis de discuter d'une façon transparente tout le temps avec mon directeur, puis de trouver de ressources d'aide. Les cours qu'on peut suivre à l'université sont excellents. Au doctorat, on n'a pas trop de cours. Je pense que ça, c'est une excellente idée aussi parce que ça nous donne la liberté de proposer des choses, d'aller étudier pour nous-mêmes, mais ça amène des défis aussi. Donc, en général, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais les défis normaux, les défis méthodologiques, les défis de comment s'habituer avec ces niveaux-là qui est très élevé, cette quête pour l'excellence qui est toujours là. Je pense que c'est un défi, mais et c'est le cas pour la majorité des gens que je connais, on est très bien soutenus, nos directeurs, ils savent ce qu'ils font. Puis c'est ça qui fait la différence parce que quand on trouve des problèmes, des difficultés, on va avoir quelqu'un avec qui on peut compter puis de trouver une solution. Puis tu sais, je pourrais ajouter à ça, Jouon, que parmi les difficultés puis les défis auxquels tu fais face, je pense que tu as bien décrit là, plusieurs des parties. Ça a été, c'est sûr que tu as relevé plusieurs de ces défis-là, mais il y en a une autre partie qui est peut-être moins apparente, mais justement, le doctorat est constitué là, normalement de 3 ou 4 articles scientifiques. Et puis, là, ben, comme on est dans des méthodes nouvelles, ben, on a des travaux originaux, ben, c'est pas nécessairement toujours facile de les faire accepter par la communauté de nos pairs, en fait, qui révisent les articles. Puis là, aujourd'hui, ce matin même, on a reçu un article qui était accepté, mais dans lequel les commentaires étaient difficiles. Puis, ben, pas tellement difficiles. Je pense que globalement, on a reçu une bonne nouvelle ce matin, mais euh, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que là, Jouon doit essayer de prendre des décisions pour positionner puis pour vraiment bien avoir l'acceptation de son article, l'acceptation finale. Puis ça, mais ce défi-là, il ne le vit pas tout seul, on le vit ensemble. On travaille ensemble à relever ce défi-là. C'est là qu'il y a une relation entre le directeur puis l'étudiant, dans ce cas-là, peut devenir très, très riche parce que
Là, c'est pas un des. Tu sais, comme le français, tu étais tout seul là-dedans, je pouvais te donner du temps, mais je pouvais pas je pouvais te parler en français, mais je pouvais pas te montrer le français. Mais la publication de tes articles, ça, c'est un défi qu'on vit vraiment ensemble. Puis j'essaie de t'amener le plus possible. Donc, c'est ça. Je pense que je le vis autant comme un défi que toi, évidemment, pas avec les mêmes conséquences, là, mais je le vis aussi comme un défi. Mais c'est beau à voir parce que je pense que pour plusieurs étudiants de l'international, là, ce qu'on m'a rapporté aussi, c'était la proximité avec leur directeur, les échanges. C'est vraiment comme des collègues, dans le fond. C'est pas juste un effet de hiérarchie supérieure. Dans plusieurs des cas, dans plusieurs équipes de recherche, c'est comme ça. Toi, Geneviève, t'étais pas à la faculté au premier cycle, donc comment t'as trouvé ta directrice ou ton directeur de recherche? C'est sûr que tu n'étais pas de l'international, mais il fallait quand même que tu établisses des contacts nouveaux, étant donné que c'était pas ta faculté, là. En fait, moi, je suivais beaucoup les activités d'une équipe de recherche qui était à la faculté parce que leur projet m'intéressait. Donc, je suivais un peu leur diffusion au grand public, etc. Puis, vers la fin de mon baccalauréat, j'ai écrit à la professeure en charge de cette équipe-là pour lui dire que j'étais intéressée puis que si jamais ils avaient des opportunités pour une étudiante de premier cycle, je serais prête à travailler sur des contrats avec eux. Donc, elle m'a contactée après, puis elle m'a proposé d'embarquer sur un de ses projets pour faire des tâches un peu cléricales, là, mais au niveau d'une étudiante de premier cycle. Puis ensuite, ben là, quand j'ai terminé mon bac, elle m'a proposé de continuer à la maîtrise avec elle. Puis je venais d'un domaine connexe, donc la transition se faisait assez facilement. Mais je la connaissais quand même là, bien avant d'entrer à la maîtrise. Puis je pense que le fait d'avoir déjà une relation un peu personnelle avec elle, ben, ça fait en sorte que c'était plus facile de qu'elle m'accepte dans son équipe. Je pense aussi peut-être quelque chose qui a pas été mentionné là, dans la recherche de directeur, directrice de recherche, c'est que parfois les messages envoyés aux professeurs sont très généraux. Bon, les étudiants se présentent, mais disent pas spécifiquement là, ce qu'ils veulent faire ou parlent pas spécifiquement à un professeur en particulier. Moi, je me souviens que quand j'avais contacté Danielle, ma directrice, j'avais vraiment expliqué que ces projets, à elle, m'intéressaient. J'avais nommé quelques exemples là, de choses que j'avais vues passer, qui rejoignaient mes intérêts. Je montrais vraiment que je m'adressais à elle spécifiquement. Puis peut-être que ça l'a aidé aussi à me répondre, tu sais, de pas penser que j'avais envoyé un message générique à 300 professeurs différents, mais que non, je la contactais elle spécifiquement. Donc peut-être si vous voulez avoir un meilleur taux de réponse à vos messages à la recherche de directeur ou directrice, ça peut être bien d'être un peu spécifique dans vos messages, de personnaliser. Ouais, moi, je recommande toujours à l'étudiant d'aller lire des publications du chercheur, tu sais, le chercheur va le sentir, là, que l'étudiant est au fait de ses recherches, il s'est informé aussi, puis ça va vraiment faire plus un déclic. Le directeur va avoir le goût de poursuivre la conversation puis de découvrir c'est qui cet étudiant-là, est-ce qu'il y a un bon potentiel, mais déjà de s'intéresser à ses travaux spécifiquement, là, c'est un plus. Parce que je pense dans le chat, là, on a plusieurs questions à ce sujet-là. Il y a des étudiants qui ont déposé leur demande, mais qui n'ont pas réussi encore à trouver un directeur ou une directrice. C'est pas facile non plus de faire des contacts depuis l'international. Pour les autres qui n'ont pas encore déposé, ben, je vous dirais, attendez de trouver un directeur avant de déposer votre demande parce que on ne peut pas analyser la demande si elle n'est pas complète puis s'il n'y a pas de direction de recherche. Ou, comme je disais, de s'orienter plus vers une maîtrise professionnelle qui ne demanderait pas de conseiller. En sciences forestières, par contre, ça demande un conseiller même à la maîtrise professionnelle. En biogéosciences, en sciences géographiques et en sciences géomatiques, là, ce n'est pas le cas. Donc, ça peut être comme un plan B, mettons, qu'on pourrait dire, là. Mais c'est sûr que si on veut faire de la recherche, ça peut être plus intéressant par là, là. Donc, Sonia, est-ce qu'il y avait d'autres questions que j'ai échappées? Non, je pense que ça fait le tour. Il y Il a y a quelqu'un. quelqu'un qui nous parle d'un monsieur Yann Boulanger. Il n'est pas à notre université, hein, Alexis? Non, Yann Boulanger est chercheur au Centre de foresterie des Laurentides. Donc, c'est un centre de recherche fédéral. Donc, il peut collaborer avec des professeurs ici à la faculté dans certains projets de recherche, mais c'est pas lui qui va pouvoir superviser directement l'étudiant, là. Parfois, on a des chercheurs qui peuvent être un professeur invité qui peuvent superviser, là, mais il faudrait trouver un directeur directement à la faculté.
Donc, si jamais il y en a qui ont des questions par la suite ou veulent faire un suivi là, de leur dossier d'admission, vous pouvez nous écrire à info à commercial ffgg.ulaval.ca. Donc, c'est pas nous qui faisons là, l'admission, mais on peut quand même faire un suivi là, avec la gestion des études pour voir où en est votre dossier. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de directeur, directrice, je vous invite à continuer vos efforts de recherche. On a aussi un module qui s'appelle Trouver votre projet de recherche sur le site de l'Université Laval. Donc, pas juste dans notre faculté, mais dans toutes les facultés, il y a plusieurs chercheurs qui affichent leur projet de recherche à cet endroit-là. Donc, ça peut être intéressant. Donc, il y a quelqu'un qui demandait s'il pouvait changer son premier choix vers la maîtrise professionnelle. Il faut vraiment écrire au bureau du registraire de l'Université Laval là, pour leur demander si c'est possible de faire une modification de choix de programme. C'est eux qui vont pouvoir vous répondre. Donc, pour nous, c'est le secteur 1 en commercial reg.ulaval.ca. Donc, cette adresse-là, c'est vraiment seulement pour ceux qui ont déposé la demande d'admission là, et qui voudraient faire une modification dans leur dossier. Donc, vous pouvez leur écrire, mais quand vous nous contactez, n'oubliez pas d'inscrire votre numéro d'identifiant en 9 chiffres parce qu'il y a des milliers de dossiers à l'Université Laval. C'est plus facile de vous répondre par la suite, là. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente. Alexis, je te laisse dire un petit mot de la fin. Ben, merci d'avoir été présente et présent. J'espère que ces explications-là vont vous aider un peu plus à comprendre la réalité des études supérieures, puis aussi à créer des opportunités pour vous. On serait enchanté, évidemment, là, de vous accueillir à la faculté. Et pour nous, ben, c'est ça, c'est un défi continuel de continuer de recruter les bonnes personnes pour les bons projets. Puis ben, on espère qu'avec les deux beaux succès qu'on a montrés avec Geneviève et João Paulo, ben, on va pouvoir répéter ça avec d'autres personnes parmi vous.